Pourquoi un homme briserait-il le serment qu'il a prêté en devenant franc-maçon? Eh bien, les choses sont devenues assez effrayantes avant le confinement, et je ressens le besoin de laisser mes témoignages quelque part pour que le monde sache ce qui se passe réellement. Je suis sûr que vous avez entendu beaucoup de théories sur les francs-maçons, qu'ils dirigent le monde. Celle-ci est vraie, en fait, qu'ils possèdent des preuves irréfutables de l'existence de la vie extraterrestre, qu'ils sacrifient des chèvres dans la lumière tamisée de leur temple pour celui qu'ils vénèrent aveuglément, ou encore qu'ils courent nus dans les forêts lors de rituels délirants, ce qui est ma rumeur préférée. La plupart de ces histoires sont bien sûr des affirmations absurdes jetées par les médias pour nous distraire avec des discussions futiles. Cependant, ce que j'ai à vous raconter est bien pire. J'ai vu et entendu des choses inimaginables, parfois insoutenables pour l'esprit humain. Je ne vais pas entrer dans l'histoire de la franc-maçonnerie, ni expliquer comment et pourquoi elle est apparue, quel était son objectif initial, et toutes ces autres choses que vous pouvez trouver en ligne, même si certaines de ces informations ont été légèrement modifiées pour les présenter sous un bon jour. Je vais commencer mon récit par le rituel d'initiation. Je ne révélerai pas tout, mais si quelqu'un a une question, vous pouvez m'envoyer un message privé et je répondrai volontiers. Je vous parlerai de ce qui s'est passé avant et après cela, de la façon dont j'ai été accepté et de la terreur pure que j'ai vécue lors de ma première visite au temple. Je ne vous dirai pas d'où je viens, car on pourrait facilement me retrouver si je mentionnais à quelle loge maçonnique j'appartiens et de quel pays je viens, bien que je sois situé dans le sud-est de l'Europe centrale. Pour l'instant, je vais vous raconter le début de mon voyage, et si des gens ici sont intéressés, je poursuivrai mon récit. Par exemple, l'histoire d'une Bible étrange que j'ai trouvée, ou celle du véritable récit du Club des 27, ou encore le rituel réel à effectuer si vous souhaitez obtenir de l'argent, de la célébrité et du talent musical, mais qui exige un certain sacrifice en échange. Je pourrais également vous parler de la peur que j'ai ressentie lorsqu'un invité spécial a été convié à notre loge pour donner une conférence maçonnique. Mais cela, je le raconterai une autre fois. La principale raison pour laquelle je suis entré en franc-maçonnerie est qu'un de mes professeurs à l'Académie des sciences, où je fais actuellement des recherches, est franc-maçon. Après 2 ans de confiance mutuelle, il m'a demandé si je voulais faire partie d'une organisation ayant pour but d'améliorer le monde et l'individu. Je lui ai alors demandé si c'était une ONG ou un groupe de recherche, afin de savoir à qui je m'adressais et quel comportement adopter. Il m'a répondu directement. Non, mon fils, je parle d'une loge maçonnique. Tu apprendras des choses nouvelles, des choses que tout le monde ne peut pas apprendre ou savoir, car elles doivent te rester cachées des yeux curieux. Nous cherchons à recruter quelques jeunes brillants comme toi, car nous commençons à vieillir et à nous fatiguer, et nous ne pouvons plus accomplir nos devoirs correctement. Regarde-moi, j'ai 92 ans, je pourrais mourir demain. J'ai besoin de quelqu'un pour prendre ma place. Et qui d'autre que mon meilleur étudiant de toute cette académie? Professeur, merci pour ces aimables paroles. Je dois dire que vous avez toute mon attention et que ma curiosité est immense en ce moment. Mais en même temps, j'ai entendu toutes sortes d'histoires folles sur les francs-maçons. Alors je ne sais pas quoi penser. Ah, je suis sûr que tu as entendu dire que nous sommes des satanistes ou que nous pouvons parler au diable, n'est-ce pas? Ou peut-être que nous parlons aux morts aussi. Imagine si je pouvais parler à Einstein maintenant, ou à Marie Curie, Nikola Tesla, ou Tartini, Beethoven, et tous les grands noms de la musique classique. Ce serait merveilleux, mais c'est impossible. Ai-je l'air d'un sataniste? Ai-je l'air d'une mauvaise personne? Ou semble-t-il que je dis des choses insensées, prétendant connaître les secrets de l'alchimie? Non, mon fils, je suis une personne normale, un homme de science qui croit aussi en Dieu. Je suis très respecté dans mon domaine grâce à plus de 70 ans de travail acharné et de dévouement. Alors, qu'en dis-tu, mon fils? Veux-tu acquérir une connaissance extraordinaire? J'ai réfléchi un instant, puis j'ai déclaré « Très bien, professeur. J'accepte votre invitation pour 2 raisons principales. La première, c'est que j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour vous. Et je suis vraiment honoré que vous me considériez comme votre successeur. La deuxième, c'est que je cherche toujours à m'améliorer et à apprendre de nouvelles choses. » Mon fils, tu viens de prendre une décision qui va changer ta vie. Quelqu'un t'appellera la semaine prochaine pour te demander tes coordonnées personnelles et te donner tous les détails concernant la réunion. Très bien, professeur.
À la semaine prochaine. Je suis rentré chez moi sans trop y penser et j'ai repris mes activités habituelles. Lire, écrire des articles, en publier quelques-uns, terminer du travail. La routine. La semaine suivante, un homme m'a appelé. Nous avons eu une discussion et il m'a dit de me rendre à un endroit précis, à exactement à 15h33 le lendemain. Pas avant, ni après. Je m'y suis rendu, j'ai été accueilli par mon professeur, qui m'a conduit à l'étage, dans une pièce carrelée. Il a placé un tissu noir sur mes yeux et m'a emmené dans une petite pièce, faiblement éclairée, connue sous le nom de chambre de réflexion, où je suis resté 1 heure. Cependant, ce n'était pas une chambre de réflexion ordinaire, ni un endroit où j'ai beaucoup réfléchi. Ce n'est que plus tard que j'ai appris que cette loge faisait partie des loges spéciales, connues uniquement de l'élite de la franc-maçonnerie dans la grande loge du pays. Dans mon pays, il n'y a que 3 loges de ce type, chacune composée de 9 membres. Alors que j'étais assis sur une chaise dans la chambre de réflexion, une petite silhouette est sortie d'un coin sombre de la pièce. La partie supérieure de son corps ressemblait à un homme très laid, avec une barbe immense, des yeux noirs, un nez et des oreilles pointues, et des dents d'un jaune très vif. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il se tenait sur 2 jambes, qui semblaient à la fois les siennes et pas les siennes, car elles étaient des jambes de chèvre. Mon jugement rapide m'a fait penser que ce n'était qu'un costume pour le côté théâtral de l'initiation. Alors, j'ai joué le jeu. Il m'a posé les 3 questions suivantes, écrites sur un morceau de papier très ancien, auxquelles je devais répondre par « oui » pour poursuivre le rituel. Croyez-vous en l'unique et véritable grand architecte de l'univers? Souhaitez-vous recevoir sa connaissance par nos voies anciennes? Jurez-vous de servir les francs-maçons pour toute votre vie, à partir de maintenant? Il a ensuite sorti une petite aiguille, m'a piqué un doigt et m'a demandé de signer ce morceau de papier avec mon doigt, à l'endroit où était dessinée une représentation de l'œil de la Providence sous ces questions. J'ai signé. La petite silhouette est sortie de la pièce, et 5 minutes plus tard, mon professeur est venu me chercher pour la suite de l'initiation. Je suis entré dans le temple, à nouveau les yeux bandés. J'ai fait des choses pas très agréables, comme briser une pierre avec un marteau, ou boire des liquides sucrés et acides. J'étais à moitié nu sur la partie supérieure gauche de mon corps, avec ma poitrine et mon épaule exposées. Ensuite, j'ai senti quelque chose de très froid, la pointe de quelque chose de métallique. Je me suis dit que cela faisait encore partie du rituel. Peut-être une épée, ai-je pensé. Très bien, me suis-je dit. J'aime le théâtre. Mais ensuite, quelque chose de vraiment effrayant s'est produit. Le maître de la loge a récité les mots suivants. « Ô toi aux nombreux noms, accepte ton plus humble serviteur au sein de notre fraternité. Ô maître, qui est dans la lumière de feu et qui est libre en esprit, accepte cet apprenti parmi nous. Apprenti, dis ceci 3 fois avec nous tous. Salut Jabaalon. Salut Jabaalon. Salut Jabaalon. Tu es maintenant renaissant, apprenti, pour toujours par l'équerre et le compas, et nos 3 lumières éternelles. » À ce moment-là, mon cœur battait à tout rompre. Ils m'ont alors retiré le bandeau, et ce que j'ai vu, c'est que toutes les épées étaient levées, formant un cercle autour de moi, avec juste une petite ouverture. Et puis c'est arrivé. De ce coin, quelqu'un est venu vers moi en courant, passant par cette ouverture, furieux et prêt à m'attaquer. C'était manifestement une mise en scène, car la personne portait un déguisement de chèvre avec de longues cornes. Elle s'est arrêtée juste devant moi, m'a vu trembler de peur, et une voix grave a émergé de derrière le masque en disant « Solve et coagula in lux et tenebrae ». Tout le monde a de nouveau chanté, et j'ai chanté avec eux. La silhouette est retournée dans un coin, tout le monde a commencé à applaudir, puis ils ont commencé à me serrer la main un par un, en me saluant. « Bienvenue, frère. » « Oh, frère, tu avais vraiment peur. » Ne t'inquiète pas, tout cela fait partie de l'initiation. « Bienvenue, frère. » Mon professeur m'a expliqué par la suite que toutes ces expériences que j'avais vécues représentèrent les aspects bons et mauvais de la vie, et que j'étais renaissant, une meilleure personne, un franc-maçon, et que mon voyage ne faisait que commencer. Tu découvriras les merveilles du monde, mon fils. J'ai décidé maintenant de vous raconter l'histoire de ma visite à Tchernobyl, qui a eu lieu exactement 4 ans plus tôt, le jour où la catastrophe a marqué son 30e anniversaire. Avant de commencer, je dois vous dire qu'il s'agissait d'un accident.
Il n'a été provoqué par personne à 100%. J'ai vu des documents authentiques fournis par des officiers de renseignement militaire de haut rang en Ukraine. Ils ont bien tenté de le dissimuler, comme les soviétiques l'ont fait à l'époque. Rien n'est jamais la faute de l'État et tout ce genre de choses. Mais quand Gorbatchev a réalisé qu'il ne pouvait pas contenir la catastrophe, lui et le parti ont décidé de rendre la nouvelle publique. Vous connaissez tous l'histoire. Certains d'entre vous ont probablement lu le livre primé par le Nobel, La supplication de l'auteur biélorusse Svetlana Alexievitch, ou même regardé la superbe série télévisée, bien que certains détails horribles n'aient pas été inclus dans la série, donc je ne vais pas entrer dans le récit de la catastrophe elle-même. Cependant, j'aimerais que chacun prenne un moment de silence pour tous les hommes et femmes courageux qui ont perdu la vie lors de cette catastrophe. Le personnel médical, les pompiers et les scientifiques qui ont réussi à contenir la situation le 4 mai 1986. Aujourd'hui marque les 34 ans de cette catastrophe. Ne l'oublions jamais. Passons donc à l'histoire d'aujourd'hui. Je reviendrai plus tard sur mon rituel d'initiation et sur ce qui s'est passé après que je sois devenu apprenti. Je ne raconterai pas mes récits dans l'ordre chronologique, car je veux que vous soyez surpris à chaque fois que je partage mes expériences en tant que franc-maçon. En 2016, la loge dont je fais toujours partie a reçu une invitation pour rejoindre nos frères en Ukraine, plus précisément à la Grande Loge de Pripyat, qui devait se tenir le 26 avril 2016. Bien sûr, le maître et nous tous étions un peu perplexes, car nous n'avions jamais été dans cette région de l'Ukraine auparavant, et nous étions un peu effrayés à l'idée d'être irradiés, de tomber malades, ou même d'être attaqués par des mutants, des choses de ce genre. Après notre réunion habituelle au temple, le maître a appelé son homologue en Ukraine pour comprendre exactement de quoi il s'agissait. Finalement, nous avons tous accepté d'y aller, non seulement parce que nous nous sentions obligés, mais aussi parce que c'était une marque de respect de ne pas refuser l'invitation. Une semaine plus tard, 3 voitures sont venues nous chercher au temple. Le trajet durait un peu plus de 17 heures, donc nous nous sommes arrêtés pour passer la nuit dans l'hôtel d'un de nos frères en Moldavie. Et le lendemain, nous étions près de la ville de Pripyat, où nous avons été accueillis par nos frères, avec des poignées de main et des accolades fraternelles triples. Après avoir fait connaissance, ils avaient préparé une visite des environs de Tchernobyl pour nous. Nous avons vu le réacteur 4, la Duga 1, puis nous avons dégusté un déjeuner typique soviétique, comme à l'époque de l'URSS. Ensuite, nous avons visité la ville fantôme et nous nous sommes arrêtés près de la forêt rouge. Bien sûr, nous étions tous équipés de dosimètres et de combinaisons de protection. En approchant de la forêt rouge, nos frères ukrainiens nous ont informé que nous nous rendrions quelque part pour tenir notre réunion, puis que nous dormirions dans un hôtel secret, connu uniquement des francs-maçons. À ce moment-là, du personnel militaire est arrivé devant nous pour nous escorter jusqu'à un bunker souterrain près de la forêt rouge. Nous sommes descendus au 3e sous-sol de l'installation, où nous avons tenu notre réunion. Notre maître a prononcé un discours, et vice-versa. Une fois la réunion terminée, nous avons eu notre banquet fraternel habituel. C'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. La nourriture n'avait rien de normal. Le vin avait plusieurs couleurs à la fois. Il y avait des champignons sautés d'un vert phosphorescent, semblables à ceux de l'espèce Hygrocybe virescens. Les viandes étaient délicieuses, bien qu'elles paraissaient trop cuites. L'intérieur était incroyablement tendre. Les pommes de terre étaient turquoises et le poisson avait une teinte rose pâle, avec des queues cramoisies. Je me demandais, est-ce vraiment de la nourriture ou est-ce une blague? Sommes-nous censés manger un arc-en-ciel ici? Mais le plus intéressant était le thé servi à la fin. Le thé chaud avait une odeur de matinées estivales, qui changeait ensuite en celle de la terre après la pluie, puis en une odeur glaciale évoquant la neige. C'était comme si toutes les saisons étaient enfermées dans cette tasse de thé. Nous étions bien sûr un peu effrayés à l'idée de manger cette nourriture, mais nos frères nous ont assuré qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car il s'agissait d'aliments ultra rares, dont seulement 333 personnes au monde connaissaient l'existence. Une fois que nous avons terminé, le maître de la loge de Pripyat a levé son verre. Buvez ce dernier verre de vin, mes frères, et laissez-moi vous conduire à la découverte du plus grand secret de Tchernobyl. Vous allez maintenant rencontrer Vovkulaka. Nous sommes alors descendus au 5e sous-sol où il n'y avait qu'une cage. À l'intérieur,
Il y avait un homme. Help! Help me! Help! J'étais absolument indigné, et j'ai murmuré à mon professeur. « Qu'est-ce que c'est que ce non-sens, professeur? Pourquoi tourmente-t-il un homme de cette façon ?» Vous savez que je parle votre langue, n'est-ce pas? Je sais à quoi cela ressemble, mais je peux vous assurer que quelque chose va se produire, qui changera la façon dont vous voyez cet homme. Il a alors commencé à réciter des phrases en latin et à jeter un liquide sur l'homme. Puis, des griffes ont commencé à pousser au bout de ses doigts, des poils ont envahi son corps, et ses vêtements ont lentement commencé à se déchirer. Cet homme semblait se transformer en autre chose, quelque chose qui ne venait pas de ce monde, quelque chose d'impie, de malveillant et d'inhumain. Peu de temps après, des dents semblables à des rasoirs ont commencé à apparaître dans sa bouche, et ses yeux sont devenus d'un rouge cramoisi sombre. Sa métamorphose était complète. L'homme n'était plus un homme, mais un loup énorme et monstrueux. Mortel. Un jour, je m'échapperai de cette prison et je vous tuerai tous. Marquez mes mots. Vous m'avez retenu captif pendant les 400 dernières années. Depuis ce jour où j'ai ravagé vos terres, je m'échapperai un jour. Je plongerai ce monde dans le sang et le feu. J'étais absolument pétrifié. Je suis resté immobile pendant environ 10 minutes. Mon professeur, lui, était parfaitement calme, comme si c'était quelque chose de banal pour lui, ce qui me laissait me demander combien d'horreurs existent dans ce monde. Quelles choses se cachent ici? Quelles ténèbres vivent parmi nous sur cette terre? Le maître a sorti un autre liquide, l'a jeté sur la créature, et celle-ci a commencé à pousser des hurlements qui ne semblaient pas provenir de ce monde. Après cela, elle est redevenue un homme, et nous sommes partis. Encore sous le choc, j'ai demandé, presque en pleurant, « Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ne le tuez-vous pas tout simplement ?» Le maître, me regardant d'un air réprobateur, a répondu qu'il s'agissait d'un loup-garou âgé de 850 ans, et que depuis sa capture, les francs-maçons essayaient, sans relâche, de modifier son esprit à l'aide de certaines substances, dont je ne sais rien, et de créer davantage de créatures comme celle-ci, dans l'espoir d'en faire des armées pour de futures guerres. Oui, je sais que nous avons aujourd'hui toutes ces technologies, que nous pourrions fabriquer des robots et tout le reste, mais ces hommes ont beaucoup de secrets. S'ils l'ont gardé si longtemps, c'est que sa valeur est immense. Peut-être l'immortalité, qui sait. Après cela, nous avons plus ou moins perdu connaissance, et nous nous sommes réveillés le lendemain matin dans un hôtel qui ne ressemblait pas à un hôtel, mais plutôt à un immeuble d'appartement qui donnait l'impression de bouger constamment. Non, je n'étais pas en gueule de bois. Sur la table de ma chambre, j'ai trouvé une note qui nous souhaitait un excellent retour chez nous, nous remerciait d'avoir accepté l'invitation, et espérait que nous puissions nous revoir bientôt. Il y avait également une bouteille de ce fameux thé, emballée comme un cadeau. À ce jour, je ne l'ai jamais ouverte. L'histoire d'aujourd'hui nous ramène à 2018, lors de notre réunion internationale qui a lieu tous les 5 ans. À ce moment-là, j'étais déjà habitué à toutes les choses étranges qui se passaient à l'intérieur de notre temple, et bien sûr, à l'extérieur, où les secrets du monde restent cachés pour les gens ordinaires, mais pas pour nous, les francs-maçons. Notre réunion, il y a 2 ans, s'est tenue dans un très bel hôtel à Prague, en République tchèque. C'était l'un de ces lieux chargés d'histoire, où les murs et les lustres ont été témoins de fêtes extravagantes, avec des invités vêtus de tenues luxueuses, buvant les boissons les plus fines et les plus rares. J'y ai rencontré de nombreux francs-maçons influents, des personnes très connues dans le monde, certaines dirigeant des entreprises valant des millions de dollars. J'ai appris beaucoup de choses sur leurs recherches, des sujets que je ne pouvais même pas imaginer, et j'ai été émerveillé par certains des débats qui ont eu lieu lors de cette soirée. J'étais accompagné de mon mentor, le professeur, qui avait décidé en 2014, comme vous le savez, de me montrer les merveilles du monde. Dommage que nous ayons des visions différentes de ce que cela signifie. D'ordinaire, lors de banquets comme celui-ci, il ne se passe rien d'extraordinaire. Ce n'est qu'un groupe de personnes en costume noir discutant de divers sujets scientifiques, d'amélioration dans certaines industries ou de l'évolution de la technologie dans les années à venir. Mais à la fin de la soirée, mon mentor m'a emmené à l'extérieur de l'hôtel pour me parler. « Mon fils, sortons un moment. Il faut que je te dise quelque chose. » « Bien sûr, professeur. » « Mon fils, demain à minuit, nous irons dans un endroit.
et de notre loge, seul toi, le maître et moi serons présents. Il y aura des personnes très puissantes et influentes à cette réunion. Qu'est-ce que c'est cette fois, professeur? Des vampires? Des monstres tchèques? Le dieu obscur de la bière tchèque? Haha, très drôle. Non, cette réunion se tiendra dans une église située à 200 km de Prague, dans le village de Lukova. Et d'après ce que j'ai compris d'un de nos frères venus du Royaume-Uni, cette église est un peu différente des autres églises de ce pays. Pourquoi, je ne sais pas, mais nous verrons demain soir ce qu'il en est. D'accord, professeur. Je comprends, et je ne poserai pas plus de questions. Parfois, j'aime poser beaucoup de questions, parce que je suis une personne très curieuse, comme vous le savez. Fais attention, mon fils. La curiosité a tué le chat. Mais la satisfaction l'a ramené, professeur. La soirée s'est terminée, et nous sommes allés dormir. Le lendemain, nous nous sommes réveillés, et sommes partis nous promener dans la magnifique ville de Prague. Soit dit en passant, je dois vous dire que les Tchèques ont, sans aucun doute, la meilleure bière d'Europe. Nous avons visité la cathédrale Saint-Guy, le pont Charles, l'horloge astronomique, le palais Kinski, le château de Prague et la place de la vieille ville. Pour moi, c'étaient là les véritables merveilles du monde. Bien sûr, nous avons eu accès aux parties cachées de chaque lieu, celles interdites au public, parce que, bien sûr, c'est ainsi que les choses doivent être selon les francs-maçons. Ensuite, nous sommes retournés à l'hôtel, avons enfilé nos costumes noirs habituels avec cravate noire, pris nos tabliers et nos gants, puis sommes sortis de l'hôtel vers 21h pour rencontrer le chauffeur qui devait nous conduire à l'église. Nous sommes arrivés vers 23h30, ce qui nous laissait 30 minutes de libre. Un frère tchèque nous a alors raconté l'histoire de l'église. L'église Saint-Georges a été construite en 1352, mais en 1968, le toit s'est effondré lors d'un enterrement. Elle est restée abandonnée jusqu'en 2014, lorsqu'un artiste a décidé de la rendre plus intéressante, en ajoutant des moulages de personnes recouvertes de draps pour leur donner l'apparence de fantômes en prière. Le frère Inek a poursuivi. Chers frères, entrons. Mais avant cela, il y a une table ici à l'entrée. Je vous prie, chacun d'entre vous, de prendre un de ces blocs de métal et de le garder avec vous jusqu'à la fin de la réunion. Bienvenue dans l'église des fantômes. Le maître, le professeur et moi nous sommes regardés, nous demandant à quoi servaient ces blocs. Nous avons pris les morceaux de métal, qui pesaient environ 500 grammes chacun, et qui étaient, bien sûr, en forme de triangle. Nous sommes entrés et avons été légèrement troublés par les silhouettes immobiles dans l'obscurité. Nos frères tchèques ont rapidement allumé des bougies et nous nous sommes assis à côté des figures. J'étais un peu mal à l'aise, car je n'aime pas vraiment être seul dans une église la nuit, surtout quand elle est ancienne, effrayante et remplie de moulages ressemblant à des personnes. Le maître de la loge de Prague prit la parole. Chers frères, bienvenue dans l'un des lieux de réunion les plus exquis pour des gens comme nous. J'espère que vous avez tous passé un excellent moment lors de la soirée d'hier et que vous avez pu admirer notre belle capitale. Veuillez déposer chacun votre morceau de métal sur les genoux de la sculpture à côté de vous et laissez-le là jusqu'à la fin de cette réunion. Puis, bien sûr, nous avons commencé à écouter des discours. Environ une demi-heure après minuit, toutes les bougies s'éteignirent. Un vent froid se mit à souffler à l'intérieur de l'église. Le sol se mit à craquer et un épais brouillard commença à s'élever d'en dessous. Soudain, je sentis quelque chose bouger à côté de moi. Je me tournai, et à ma droite, la tête du fantôme était tournée vers moi, me fixant avec ses yeux inexistants. Je hurlai, et alors, une voix d'un autre temps s'éleva. « Frères, chers frères, n'ayez pas peur, nous venons en paix. Nous sommes les francs-maçons de la Grande Loge d'au-delà du temps, vous observant silencieusement, pour voir si vous accomplissez vos devoirs correctement. Et nous ne pourrions être plus fiers de ce que vous êtes aujourd'hui. Salutations à tous ceux qui sont venus des 4 coins du monde. Nous sommes très heureux que vous soyez avec nous ce soir. » Une autre voix reprit. « Frères, ce soir, vous vivrez quelque chose que vous n'avez jamais expérimenté auparavant. Veuillez poser vos mains sur nos fronts et laissez-nous vous emmener dans un voyage magique à travers le temps. » Le plus étrange, c'est que les voix parlaient en tchèque, une langue que je ne connais absolument pas. Mais, curieusement, je comprenais tout parfaitement à ce moment précis. Je posai ma main sur le front du fantôme, et à cet instant, je me sentis illuminé, rempli de connaissances secrètes.
Les yeux fermés, je pouvais voir à travers différentes périodes historiques. Je me retrouvais dans une forêt habitée par des animaux étranges, puis transporté sous la mer, où je vis des populations humanoïdes vivant librement, avec des avancées technologiques inimaginables. Je vis des rois et des reines, des empires s'effondrant, des royaumes de dieux morts depuis longtemps oubliés, des ruines de cités dans le ciel et des civilisations étranges visitant notre planète. Mais tout s'arrêta soudainement, et un homme portant une capuche blanche, avec un long bâton dans la main et une barbe grise, se dressa devant moi, dans une tente en plein désert. « Bonjour, voyageur. Donne-moi ta main. » Je le fis sans poser de questions. Il sortit alors un objet très étrange, ressemblant à une pierre incandescente, presque comme du charbon, mais pas tout à fait, et il la plaça dans ma main. Je la serrai, et lorsque j'ouvris ma main, tout ce qui restait était une lumière rouge flottant dans ma paume. Je le regardais avec de grands yeux interrogateurs, et il sortit de sa poche une poudre très étrange. Il plaça la poudre à l'intérieur de la lumière flottante rouge, et avec son sceptre, la frappa en criant « Tria prima !» Une grande explosion eut lieu, me projetant en arrière, mais sans me blesser. Je me réveillai quelques minutes plus tard, du moins, c'est ce que je pensais, dans l'église, la main tendue. Dans ma main se trouvait le bloc de métal, mais sa couleur avait changé. Il était doré. Bien sûr, je n'en crus pas mes yeux. Mon esprit bourdonnait déjà de tout ce que j'avais vu au cours de ce bref voyage. Frère, vivat alchimia, c'est notre cadeau pour vous. Veuillez être prudent dans vos futurs voyages et rapportez cet or chez vous comme un moyen de toujours vous rappeler de cette expérience vécue ce soir. Au revoir, cher frère. Je regardais ma montre. Il était 6h30. Je regardais le triangle d'or. Dessus, il y avait la représentation exacte de la sphère lumineuse que j'avais tenue dans ma paume. Le soleil se leva dans le ciel et tout était revenu à la normale. Nous retournâmes à Prague, aucun de nous ne disant un mot pendant les heures qui suivirent. Nous étions juste assis, figés et stupéfaits, avec ce morceau d'or magique dans nos mains. Non seulement les merveilles du monde, mais aussi les richesses du monde. J'étais de ces personnes qui ne croyaient pas au surnaturel. Monstres, démons, vampires, et toutes ces choses qui ne devraient pas exister. Cependant, ces 6 dernières années, j'ai constamment été contredit. Des forces au-delà de ma portée et de ma compréhension m'ont montré que nous ne sommes pas seuls, que nous ne l'avons jamais été et que nous ne le serons jamais. J'ai vu des choses capables de retourner l'estomac, de faire arrêter un cœur ou de remettre en question l'existence même. Cette fois, je vais vous parler d'une de mes vacances que je n'oublierai jamais et que je voudrais pouvoir effacer. Mais comme vous l'avez probablement compris à travers les histoires que vous avez déjà lues, les choses étranges semblent me suivre depuis que je suis devenu franc-maçon. Quoi qu'il arrive, j'ai toujours réussi à rester lucide et à garder mon sang-froid jusqu'à la fin de ces événements étranges. Pour nous, les francs-maçons, l'été est généralement une période de pause. Nous n'avons pas de réunions officielles, mais nous nous retrouvons comme des amis lors de ce que nous appelons les réunions blanches. Ces rencontres consistent simplement à partager de la nourriture et du vin, comme des personnes normales. J'ai vécu beaucoup de ces moments, certains très agréables, où l'on discute avec des gens formidables, de sujets captivants. Mais il y a aussi des gens mauvais parmi nous, ce qui fait de ces moments une sorte de bataille entre les forces du bien et du mal. Certains souhaitent que le mal règne en maître, tandis que d'autres veulent détruire tout ce que représentent les francs-maçons. Leur temple de mensonges tombera un jour, et leur faux Dieu brûlera dans les flammes purificatrices de ce qui devrait nous protéger. L'été dernier, avant que cette pandémie folle ne commence, j'ai aussi une histoire à ce sujet, mais elle viendra plus tard. Je ne veux pas vous effrayer davantage, lecteur. Nous avons été invités par des amis francs-maçons à passer quelques jours dans une charmante propriété, juste à l'extérieur de Cluj-Napoca, en Roumanie. Une très belle ville, avec une excellente cuisine et des gens formidables. Si vous avez l'occasion, je vous recommande de la visiter. La plupart d'entre nous avons des emplois classiques, de 9h à 17h. Nous avons donc décidé d'y passer un week-end. Nous avons réservé un vol et, un vendredi soir, nous y étions après seulement 1 heure de trajet. La propriété était composée de petites maisons d'une seule pièce, pour que chaque frère puisse se détendre et bien se reposer. Une fois arrivés, nous nous sommes installés, avons mis des vêtements décontractés
et sommes sortis socialiser. La propriété était située en pleine nature, loin des regards indiscrets. Elle était entourée d'une forêt dense, appelée Hoya, dont les arbres étaient étrangement tordus, comme s'ils avaient été témoins des horreurs du monde. Derrière la forêt coulait une rivière qui s'écoulait rapidement dans le silence de la nuit. Je suis un grand amateur de barbecue, et c'était mon idée de ne pas aller dans un restaurant en ville, mais plutôt d'organiser un bon barbecue sur place. L'atmosphère rustique s'y prêtait parfaitement. Tout le monde était d'accord, et nous avons commencé à allumer le feu. Après quelques heures, alors que notre petite fête touchait à sa fin, nous avons entendu des cris résonner dans les bois. Ignorant les dangers auxquels nous allions être confrontés, moi et 4 autres frères avons pris nos lampes torches et décidé d'aller voir d'où venaient ces cris. J'avais peur de découvrir les terreurs que la nuit pourrait nous réserver, car les choses que nous avions déjà affrontées dans le passé étaient absolument horrifiantes. En nous enfonçant dans la forêt, ce qui semblait être une éternité passa, sans savoir ce que le destin nous réservait. Nous commencions à nous rapprocher de l'origine des cris. En approchant, nous avons vu la rivière, et sur ses berges, il y avait une femme vêtue d'une robe blanche, qui semblait faite de nuages, presque vaporeuse. Puis elle s'est retournée. Son visage était d'une blancheur éclatante, ses yeux si noirs qu'ils semblaient pénétrer votre âme, vous laissant pétrifié comme une statue. Le plus terrifiant était ce qui semblait être une sorte de sang noir coulant de ses yeux. Elle a commencé à venir vers nous précipitamment, alors nous avons pris la fuite. Mais, en nous retournant, nous avons vu 4 autres femmes. Elles flottaient en l'air, immobiles, nous observant, comme si elles étaient les chasseurs, et nous, les proies. Les créatures de la nuit avaient besoin de se nourrir. Je connais certaines légendes d'Europe de l'Est et, étant donné que nous étions en Roumanie, je me suis souvenu des histoires à propos des soi-disant ILA, ces esprits de femmes tourmentées qui ne cherchent qu'à s'attaquer aux hommes, les rendant complètement fous. La légende dit qu'il ne faut jamais leur parler ni prononcer leur nom. Elles ont alors commencé à chanter et à danser en cercle autour de nous. 2 frères se mirent à pleurer, terrifiés, tandis que le reste d'entre nous était complètement hypnotisé par elles. Puis, comme touché par une grâce, je repris mes esprits et criai « Ne les regardez pas et fermez les yeux ». Ce qui fut fait, sauf pour l'un de nos frères, son regard restait figé sur les esprits, incapable de se détourner, et l'une d'elles s'approcha de lui. « Viendrais-tu avec nous, beau garçon ?» murmura-t-elle en caressant lentement son visage. « Oui, je veux. » répondit-il, sans même terminer sa phrase. Elles l'ont alors soulevé dans les airs et ont disparu avec lui dans les profondeurs de la forêt sombre. « Frères, reprenez vos esprits, il faut qu'on le retrouve. » Nous avons commencé à courir comme des fous, sans savoir où nous allions, ni quel destin nous attendait. Nous cherchions désespérément, guettant des maisons dans la forêt, des lumières, une simple trace de notre frère. Et avant même de nous en rendre compte, le matin arriva. Les premiers rayons de soleil timidement éclairèrent la forêt, presque effrayés de pénétrer dans cet endroit maudit. Après des recherches infructueuses, nous avons retrouvé le chemin des maisons et décidé de nous reposer quelques heures avant de repartir dans les bois. Nous étions sévèrement déshydratés et terrifiés jusqu'au plus profond de notre être. En approchant de la propriété, nous avons vu que les autres frères nous attendaient à l'extérieur. « Hé les gars, on est de retour. Vous ne croirez jamais ce qui nous est arrivé !» criâmes-nous collectivement, à bout de souffle. Ils s'écartèrent alors, révélant notre frère perdu, assis sur une chaise, la tête baissée. Son apparence physique était méconnaissable. Ses cheveux étaient devenus blancs. Il semblait avoir perdu 10 kilos, et il était dans un état quasi végétatif. Il ne parlait pas, il ne faisait que marmonner de manière incohérente. Nous leur avons raconté ce qui s'était passé. Ils étaient sous le choc, mais ils savaient aussi quelles horreurs cohabitent avec nous dans ces lieux où les humains ne devraient pas s'aventurer. Ils comprenaient la gravité de la situation dans laquelle nous nous trouvions. Nous avons décidé de rester quelques jours de plus. Nous avons appelé une ambulance et inventé une histoire, disant qu'il s'était réveillé dans cet état, car nous ne pouvions évidemment pas raconter la véritable histoire. Ils l'ont emmené à l'hôpital psychiatrique local pour des examens, où il est toujours interné à ce jour. Quelques jours plus tard, le médecin a appelé l'un d'entre nous avec son diagnostic, une schizophrénie sévère combinée à une démence.
Le médecin nous a raconté que notre frère avait constamment des hallucinations de 5 femmes, essayant de l'emmener hors de l'hôpital. Parfois, il commence même à danser tout seul dans sa cellule capitonnée. Frère, je suis désolé que nous n'ayons pas pu te sauver. Vraiment désolé. Dans notre bibliothèque privée, nous possédons des millions de documents et de tomes provenant de différentes époques de l'histoire, depuis les débuts de l'humanité. Des poèmes sublimes, des textes en prose, des parchemins anciens décrivant des événements incroyables qui se sont déroulés au fil du temps, dont certains sont totalement inconnus des hommes. Personnellement, je m'intéressais surtout aux écrits sur le folklore d'Europe de l'Est, bien que de nombreuses expériences vécues par le passé m'aient fait réaliser que beaucoup de légendes étaient en fait aussi réelles que la lune, suspendue, inerte, dans le ciel nocturne. Alors que je cherchais de quoi nourrir mon esprit, un étrange journal en cuir brun tomba d'une des étagères. Je le ramassai et constatai qu'il s'agissait d'un journal ordinaire relatant la vie villageoise en Valachie au XVe siècle. Cependant, certaines pages décrivaient quelque chose d'horrible. 30 novembre 1437, village de Black Hill, Valachie. Journal de Janosch Shira. Cela fait maintenant 3 semaines que je n'ai pas vu mon frère. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé, comment ni pourquoi il a disparu. J'ai trouvé une petite flaque de sang dans sa chambre le matin suivant sa disparition. Et depuis, quelque chose a changé dans le village. Quelque chose de maléfique commençait à se manifester. L'air devenait lourd la nuit, et une brume mystérieuse enveloppait lentement la ville sous le regard mort de la lune. Les gens ont commencé à disparaître régulièrement, presque chaque semaine, leurs cris résonnant dans la nuit. Les portes étaient désormais verrouillées, des gousses d'ail pendaient devant chaque maison, et peu à peu, le village se transformait en un cimetière. J'ai décidé de réunir mes compagnons à la loge de la lumière éternelle pour voir si nous pouvions découvrir ce qui se passait et si cela pouvait être stoppé, afin de trancher le mal à sa racine. Frère, je vous ai convoqué ce soir pour mettre un terme à cette folie. Quelque chose enlève les habitants du village, et c'est notre devoir de faire en sorte que cela cesse. L'un d'entre vous a-t-il vu quelque chose d'inhabituel dernièrement, en dehors des évidents cris et mauvais présages qui planent sur le village? Frère John, vous pouvez parler. Oui, monsieur. La nuit dernière, alors que je faisais ma ronde nocturne dans les rues, j'ai senti une présence marcher derrière moi à chaque fois que je tournais un coin. Ses pas doublèrent les miens. À chaque fois que je me retournais, il n'y avait personne. Alors, j'ai commencé à courir pour voir si cela me suivait toujours, et j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai tourné la tête une seconde, et en me retournant, une silhouette surnaturelle se tenait devant moi et m'a dit « Mortel, je vais dévorer ton âme et boire ta vie ici et maintenant. » Pétrifié, j'ai commencé à prier Dieu, tandis que la silhouette fine riait d'un rire moqueur, alors que des larmes coulaient sur mes joues. Tu crois que ton misérable Dieu va t'aider? Tu crois qu'un Dieu cruel et sans visage se soucie d'un parasite comme toi, humain, qui ne sait que tuer ses semblables dans des guerres violentes et interminables? Ton Dieu est mort, et le paradis est en flammes. Comment as-tu survécu, John? À quoi ressemblait la créature? Lui demandai-je. Mon seul salut a été cette petite fiole d'eau bénite que j'ai jetée au visage de la créature et cette croix en argent que j'ai sortie et pointée vers elle comme une arme. Elle a commencé à hurler et à siffler, couvrant ses yeux à la vue de la croix. Monsieur, la créature était maigre, très pâle, ses yeux d'un rouge maléfique. Elle avait des griffes et sa bouche était ensanglantée. Ses dents étaient acérées et elle était chauve. C'était un mort vivant, une créature sortie de la tombe pour consommer de la chair et du sang humain. C'était une chose maléfique, monsieur, un strigois. Nous devons trouver où il dort et le tuer, monsieur, et vite, ou il y aura d'autres morts. Chacun d'entre nous dans la pièce était stupéfait par ces nouvelles troublantes. Nous n'avions jamais rien vécu de tel, et nous n'étions pas préparés à une telle bataille. Nous avions entendu parler des strigois par les anciens du village, mais nous n'y avions pas cru, pensant que ce n'était qu'une histoire. Nous savions qu'il nous fallait des pieux, des torches, des croix en argent, de l'eau bénite et des gousses d'ail. Je savais maintenant que mon frère avait été tué par ce monstre répugnant et abject, et je jurais de le venger, même si cela signifiait sacrifier ma propre vie. Le plan était de piéger le monstre sur la place du village. Nous traçâmes un grand cercle avec un matériau inflammable, afin de l'enflammer en tirant une flèche depuis le toit.
2 de nos frères se portèrent volontaires pour servir d'appât pour le Strigoi. La nuit tomba et nos frères attendaient au centre du cercle, faisant semblant de réparer quelque chose pour ne pas dévoiler notre plan. Des hommes se tenaient sur les toits, prêts à décocher leurs flèches, tandis que j'attendais patiemment dans un coin, prêt à attaquer. Dans le silence d'une nuit qui semblait éternelle, une silhouette apparut derrière l'un de nos frères au centre du cercle, animé d'une rage démente. Avant qu'une flèche ne puisse être tirée, notre frère fut littéralement mis en pièces. L'autre essaya de se défendre contre le démon, mais avant même de lever son épée, des rivières de sang commencèrent à couler de son cou, le Strigoi se nourrissant et hurlant comme une bête enragée. Aveuglé par sa faim insatiable, il se rendit compte trop tard qu'il était pris au piège. Je me précipitai dans le cercle enflammé, lançai de l'eau bénite sur lui, une vapeur s'élevant là où l'eau touchait sa peau. Je plaçai une croix en argent sur sa tête. Tandis qu'il se tordait et hurlait, je tentais de l'achever avec mon couteau en argent. Mais alors que j'essayais de l'enfoncer dans sa tête, la créature leva la main pour bloquer le coup. La lame passa à travers sa main et du sang commença à s'en écouler. Il aperçut une petite ouverture dans le cercle et s'échappa, disparaissant lentement dans la nuit, laissant une traînée de sang derrière lui. Je criai à mes hommes de suivre la piste, prenant la tête du groupe. 5 heures plus tard, épuisés et presque à bout de force, nous arrivâmes à l'entrée d'une grotte. Le soleil se levait dans le ciel du matin, et en entrant dans la grotte, nous aperçûmes la silhouette d'un cercueil. Nous avons trouvé son repère. Homme, sortez le cercueil et retirez le couvercle, criai-je. À l'intérieur, la créature reposait, inconsciente que sa fin approchait. Son apparence hideuse, l'aura vile qui l'entourait, et la miasme nauséabonde émanant du cercueil nous donnait envie de vomir. Alors que je me préparais à planter mon couteau dans sa tête, je remarquai un morceau de papier. Je le pris et commençai à le lire. Si vous lisez ceci, c'est que je suis probablement proche d'une fin que j'attends depuis 120 années de hantise et de chasse incessante sur ces terres. On m'a transformé en Strigoi contre ma volonté, et je souhaite pouvoir effacer toute la destruction et la souffrance que j'ai infligées à ce monde. Mon nom était Simeon, mais je n'ai plus de nom maintenant. Les morts vivants ne portent pas de nom. En retournant le papier, je trouvais ce qui suit. Les chants silencieux de la mort résonnent maintenant dans cette crypte glacée. Je ne souhaite qu'une chose, reposer enfin. Alors s'il vous plaît, mettez fin à mon sommeil. Je suis un mort vivant, et je ne peux arrêter cette envie de tuer, car ma faim me pousse à commettre des actes bien au-delà de ma volonté. Laissez-moi pourrir ici à jamais, mort et déchiré, tourner ma tête à l'envers et transpercer mon cœur brisé. Voici l'une des histoires les plus horrifiantes que je vais vous raconter, du moins pour moi. Quelques années après être devenu franc-maçon, des rumeurs ont circulé à propos d'une réunion secrète, à laquelle un très petit nombre de frères étaient invités. Personne ne savait de quoi il s'agissait, car les frères avaient reçu des lettres très particulières d'un grand maître, dont le nom nous était inconnu. Nous nous demandions tous de quoi il s'agissait et pourquoi personne n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer lors de cette réunion. Ma lettre disait ceci. « Chers frères, vous êtes par la présente invités à assister à la grande réunion secrète des loges de la Lumière Noire, qui se tiendra au Temple Cramoisi le 23 avril 2017, à partir de 18h. Ce sera une expérience unique pour vous, car une réunion de ce type n'a lieu qu'une fois tous les 500 ans. Vous avez été sélectionné comme l'un des 23 frères pour assister à cette réunion, en raison de votre ascension rapide dans notre organisation. Veuillez ne pas emporter de métaux précieux, d'objets ou d'artefacts religieux, de montres ou d'argent, et habillez-vous uniquement en noir. N'apportez pas votre tablier ni vos gants, car un ensemble très spécial vous sera remis à votre arrivée au temple. Merci de participer à ce qui sera l'événement de votre vie. Avec admiration, I.M.S.L.H. Anoli Morst. J'ai passé des dizaines d'appels téléphoniques, envoyé des emails et des messages à certains des francs-maçons les plus influents d'Europe, mais personne ne savait qui était le maître qui avait envoyé cette lettre. Tout ce qu'ils savaient, c'est qu'il était réel et que nous ne devions pas manquer cette réunion, sous peine d'être brûlés entre les colonnes, une procédure utilisée uniquement dans les cas extrêmes, lorsque la présence d'un frère n'est plus souhaitée dans le temple maçonnique,
avec des conséquences potentiellement très graves. Quelques jours passèrent, et le grand moment arriva. Certains des francs-maçons les plus puissants d'Europe étaient présents, et cela me fit me demander pourquoi j'avais été choisi. Personne ne me connaissait vraiment bien, car j'étais une présence très discrète, et je n'avais jamais cherché à me mettre en avant dans le temple. Même mon mentor, le professeur, n'avait pas été invité à cette réunion. Ce jour-là, je n'avais pas réussi à le joindre, ce qui me laissa prisonnier de nombreuses questions, notamment pourquoi j'avais accepté de devenir franc-maçon en premier lieu. Je sais que certains pensent qu'il faut demander à un franc-maçon pour en devenir un, mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que la loge dont je fais partie est très différente des loges classiques. Les règles d'admission sont différentes, les vêtements diffèrent, et les rituels sont bien plus singuliers. La réunion allait commencer, et nous formions une file d'attente à l'extérieur, prêts à entrer dans le temple. J'étais le dernier à entrer, pensant que le maître en charge de la cérémonie arriverait en retard, car je ne l'avais pas vu dehors. J'ai donc été surpris de voir un homme imposant, d'apparence humaine normale, prendre la tête de la réunion. Bienvenue, frère. Nous allons commencer sous peu. Avant cela, je sais que certains d'entre vous souhaitent prononcer quelques discours avant que je ne donne ma conclusion. Allez-y, pramessi. Rien d'inhabituel à ce stade. 3 frères prirent la parole. Le premier parla des francs-maçons pendant l'Inquisition espagnole. Le deuxième aborda un sujet plus ésotérique, la magie blanche contre la magie noire. Et le dernier expliqua comment, selon lui, nous pourrions ramener les morts à la vie. Il s'agissait d'un scientifique travaillant dans un complexe militaire secret dans les Carpates. Son œil tressautait en parlant, et il semblait fermement convaincu de la faisabilité de son idée. Je décidai de ne pas juger, compte tenu des choses incroyables que j'avais déjà vécues. Ramener les morts était juste un autre sujet que les francs-maçons semblaient pouvoir expérimenter. Une fois les discours terminés, nous tapâmes du pied, comme à notre habitude, car nous n'avons pas le droit d'applaudir. Merci, frère, pour vos contributions remarquables. Je crois également qu'il ne s'agit que d'une question de temps avant que vous ne puissiez utiliser la magie noire dans notre temple comme moyen de protection contre celui qui veut nous détruire. Maintenant. À cet instant, toutes les bougies de la pièce prirent une flamme violette. L'homme se leva de son siège et commença à chanter une incantation diabolique. Lumières infernales, montrez-leur ma véritable forme. Puis, il se transforma si rapidement qu'on aurait pu croire que cet homme n'avait jamais été là. Je vais essayer de vous décrire à quoi ressemblait ce démon, bien que je ressente une terreur immense et que mes mains tremblent en y repensant. Le démon avait 2 cornes latérales qui s'étendaient là où ses oreilles auraient dû être, ainsi que 2 autres cornes partant de son front vers l'arrière. Ses orbites étaient 2 flammes lumineuses, tandis que sa bouche exhalait de la vapeur entre des crocs acérés. Son corps entier était enveloppé de flammes, et à l'endroit où son estomac aurait dû être, il n'y avait qu'une obscurité infinie, d'où émanaient les cris tourmentés d'âmes perdues. Son torse ressemblait à une immense bouche ensanglantée, avec un œil unique en son centre, bougeant rapidement de haut en bas, de gauche à droite, comme s'il cherchait quelque chose, une autre âme à ajouter à sa collection grandissante. Le démon tenait un trident enflammé dans ses griffes, semblables à des mains, et il frappa le sol avec, produisant une vague de chaleur qui nous fit instantanément sentir, comme si nous étions plongés dans les profondeurs de l'enfer. Une voix diabolique retentit. « Frères, courageux frères, je ne viens à vous qu'une fois tous les 500 ans, réjouissez-vous, réjouissez-vous. Je suis Mammon, l'un des 7 princes de l'enfer, votre second leader après Sa Majesté infernale. La lettre que vous avez tous reçue a été envoyée par lui, et il a choisi ceux d'entre vous qui ont le plus grand potentiel pour accomplir ses desseins. Je vais maintenant choisir 3 d'entre vous et leur accorder quelques souhaits chacun. Ainsi, frère Nérus, frère Sarin, frère Xéman, avancez, sachez ceci, rien n'est gratuit dans cette vie, alors faites attention à ce que vous demandez. Je ne peux donner que des richesses matérielles ou des choses pouvant les produire, et c'est tout. » À ce moment-là, pétrifié d'horreur, presque à mouiller mon pantalon, je pensais, pourquoi souhaiter quelque chose d'aussi insignifiant que de l'argent? Votre vie est déjà courte, et ce cadeau n'est pas gratuit. Frère Nérus parle. Que désire le plus ton cœur? Majesté,
Je voudrais être le propriétaire de la banque la plus puissante du monde et devenir progressivement l'homme le plus riche ayant jamais vécu sur Terre. Ainsi soit-il. Cela te coûtera 15 ans de ta vie. Un échange équitable, dirais-je. Frère Sarin, et toi? Je souhaite posséder une île, avoir une flotte des voitures les plus chères du monde, de gigantesques manoirs, des entreprises générant des centaines de millions de dollars, et je veux que ma famille ait de l'argent pour les 200 générations à venir, sans risquer la faillite. Très bien. Cela coûtera 30 ans de ta vie. Cela signifie qu'il ne te reste que 40 ans à vivre avant de venir habiter avec nous, tout au fond de l'enfer. Frère Xeman, tu es le dernier. Cela devrait être bon. Maître, je souhaite posséder tout l'or du monde, avoir des milliers de milliards de dollars, pouvoir tout acheter. Et je veux que mon argent alimente la machine de cupidité de l'humanité et... Avant qu'il ne termine, le démon cria. Silence. Nous avons parmi nous un non-croyant, un intrus, un faux frère, quelqu'un qui veut nous détruire. Toi, là-bas. Il pointa dans ma direction, et j'étais absolument sûr qu'il allait me jeter en enfer pour l'éternité. Toi, es-tu un vrai franc-maçon ou non? Oui, bien sûr que je le suis, avec tout mon corps, mon esprit et mon âme. Je suis ici pour servir notre Seigneur jusqu'à la fin de ma vie, répondis-je, absolument terrifié, mais très sûr de mes paroles, pour ne pas éveiller plus de soupçons chez ce démon hideux. Alors, si tes affirmations sont vraies, réponds à cette énigme. Je dois te prévenir, elle est très difficile. Et si tu ne donnes pas la bonne réponse, les squelettes qui gardent la porte te déchireront immédiatement. D'accord, je vous écoute, maître, dis-je, presque tremblant, mes genoux faibles comme du coton. Comment appelles-tu quelqu'un sans corps et sans nez? Dit le démon, presque en éclatant de rire. Eh bien, merde, pensai-je. Personne ne sait, répondis-je. Il se mit alors à rire comme un fou. Jésus-Christ, enfin, Satan, pardon. Tu aurais dû voir ta tête, bon sang. Je plaisantais, mon Dieu. Cela faisait 500 ans que je n'avais pas ri comme ça. Merci, frère. Tu es excusé. Tu peux retourner à ta place. Je me retournai en pensant. J'ai failli me pisser dessus. Et cette bête est d'humeur à faire des blagues débiles. Mais pourquoi m'a-t-il choisi? Moi, spécifiquement. Me surveille-t-il? Me voit-il comme un traître? Ou était-ce juste un choix aléatoire? Puis il retourna à la demande de frère Xeman pour qu'il termine son souhait. Et je souhaite que l'argent gouverne le monde pour toujours et à jamais. Très bien. Cela te coûtera ton âme. Tu paieras ta dette dans le futur, mais pas maintenant. Tu ne sauras pas quand cela arrivera, mais tu entendras des grognements et des aboiements au loin. Sache alors que la fin est proche. Frère, ce fut un plaisir. Je dois retourner chez moi, où je transmettrai vos salutations au reste des princes de l'enfer. Ce fut un plaisir. Nous continuerons à vous observer. Je vous reverrai bientôt, là-bas. À bientôt. Il disparut alors dans les airs, et tout le monde resta silencieux. Les trois frères, chanceux, commencèrent à s'embrasser, comme s'ils avaient tout gagné et rien perdu. La cupidité de l'humanité est toujours présente dans les esprits faibles et les âmes perdues. Cette histoire se déroule à nouveau dans le magnifique pays qu'est la Roumanie. Bien sûr, beaucoup d'entre vous connaissent la Roumanie pour Dracula, la route Transfegarechin, les belles plages de la mer Noire, le delta du Danube, ou encore les merveilles naturelles presque surnaturelles que l'on trouve dans les montagnes des Carpates. Mais cette histoire concerne un lieu moins connu, chargé d'histoire et de magie, qui a été témoin de nombreux événements en plus de 2000 ans d'existence. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui s'est produit lors de notre dernière réunion de l'année passée. J'étais impliqué dans un très grand projet à l'Académie, si bien que je n'avais pas de temps à consacrer à autre chose. Ce projet portait sur les guerres daciques qui eurent lieu en 101-102 et en 105-106 entre l'Empire romain, dirigé par l'empereur Trajan, et la Dacie, menée par Décébal. Les Daces ont perdu les deux guerres, alors que je lisais, écrivais, prenais des notes et imprimais des études de cas, comme nous le faisons dans le milieu académique, lors de recherches sur des sujets précis. Le professeur entra dans mon bureau. Il était environ midi, et j'avais déjà faim. Il dit « Hé, mon garçon, comment vas-tu? Je vois de la vapeur sortir de ta tête. Tu es vraiment à fond, hein ?» « Oui, professeur. Je trouve ça fascinant. J'espère pouvoir m'en sortir
pour que nous obtenions la subvention dont l'Académie a besoin. Je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Écoute, veux-tu faire une pause et déjeuner? Un de mes amis est arrivé hier soir pour affaires dans la ville, et il veut manger de la nourriture traditionnelle et peut-être voir quelques attractions principales. C'est aussi un frère, membre d'une loge italienne, et il travaille depuis 55 ans sur la question de l'existence d'autres royaumes. J'adorerais, professeur, mais j'ai vraiment besoin de travailler. Mais votre ami a-t-il découvert quelque chose jusqu'à présent? Eh bien, nous avons vu beaucoup de choses étranges ces dernières années, donc ça ne me surprendrait pas. Mais il garde son travail très secret, je n'en sais donc rien. Je n'accepte pas de refus, mon garçon. Cela peut attendre. Et tu dois manger, alors viens. Prends ta veste, il fait froid dehors. D'accord, professeur. J'ai vraiment faim. Alors allons manger quelque chose. Nous sommes montés dans ma voiture et avons conduit jusqu'à l'hôtel où son ami séjournait. Nous sommes arrivés là-bas, au Grand Marriott. Alors que nous attendions dans le hall, j'ai vu les portes de l'ascenseur s'ouvrir et un homme en costume très élégant en sortir. Il avait une très longue barbe blanche, presque comme les sorciers dans les films. Ciao professore, come stai? Tutto bene? Vincenzo, tu sais que je ne parle pas italien, bien que ce soit une langue absolument magnifique. Je te présente mon étudiant, apprenti, protégé et frère maçon également. Oh, formidable. Enchanté, jeune homme. Je m'appelle Vincenzo Bianchi. Déjà frère, c'est très bien. Le professeur doit beaucoup t'apprécier. Ravi de faire votre connaissance, Vincenzo. Oui, il est mon mentor, et je suis franc-maçon depuis 2014. Et ça te plaît jusqu'à présent? As-tu des expériences intéressantes à partager? Eh bien, oui. Lorsque je suis allé à Prague, nous... Chut, jeune homme. Nous savons tous ce qui se passe et devons garder les secrets bien cachés. Nous sommes ensuite retournés à la voiture, et j'ai conduit jusqu'à un restaurant traditionnel que nous apprécions particulièrement en Roumanie. Nous y allons souvent lorsque nous travaillons sur place pour l'Académie. Nous y restons généralement quelques semaines pour faire des recherches avant de rentrer. Le lieu est très rustique, avec une excellente nourriture, des vins incroyables et un cadre propice aux bonnes discussions. Vincenzo, que faites-vous en Italie? Quel est votre domaine de recherche? Demandai-je, presque en oubliant ce que mon professeur m'avait dit. Eh bien, jeune homme, j'étudie les arts sombres, la magie noire. Depuis longtemps, j'essaie de trouver des traces historiques de moments où, si possible, les gens pouvaient revenir d'entre les morts ou aller de l'autre côté. Principalement donc, l'art de la nécromancie. Bien sûr, je ne peux rien vous dire à ce sujet pour l'instant. Je suis sur le point de faire une découverte majeure qui changera notre façon de voir le monde, jeune homme. Intéressant et effrayant, Vincenzo. Mais n'est-ce pas jouer à Dieu? Pourquoi devrions-nous, en tant qu'humains, perturber l'ordre naturel des choses? Pourquoi devrions-nous reprendre ce qui appartient à la Terre? Demandai-je, intrigué et légèrement contrarié par ce type de recherche. Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ça? Rien. Je fais cela pour le progrès de l'humanité. Imaginez si nous pouvions capturer l'esprit ou le génie d'une personne comme Nikola Tesla, Einstein, Beethoven, Mozart ou encore Marie Curie, Picasso, Van Gogh. Imaginez que nous puissions exploiter leur potentiel intellectuel pour toujours. Les possibilités sont infinies, dit-il en élevant légèrement la voix. Je me souvins que le professeur m'avait dit quelque chose de très similaire lorsqu'il m'avait invité à rejoindre les francs-maçons. Étrange. Puis le téléphone du professeur sonna, et il commença à parler. Oui, bonjour. Ravi de vous entendre. Eh bien sûr que nous pouvons. Oui, nous partons dimanche prochain. Donc nous pouvons être là vendredi et repartir directement après. N'est-ce pas un peu froid pour ça? Non, je suis désolé, je ne voulais pas vous contrarier. Oui, je comprends. Que se passe-t-il, professeur? Demandai-je, le voyant un peu perturbé. Nous avons une réunion la semaine prochaine à Sarmizegetusa Regia, dans les montagnes d'Oroshti. En plein hiver, tu te rends compte? L'invitation vient de la loge Dacian Draco. Et ses frères sont très attachés aux anciennes traditions. Nous allons porter des têtes de loup et des fourrures à l'ancienne, comme les Das. Ça a l'air plutôt sympa, professeur, non? Mais ce n'est pas comme si nous allions tenir la réunion dehors, en pleine nuit, n'est-ce pas? Ils doivent sûrement avoir un beau temple là-haut, dis-je, tandis que Vincenzo écoutait et nous observait attentivement. Eh bien, c'est justement ce qu'ils veulent. À 22h, nous aurons une courte réunion dehors, dans la zone sacrée, où ils allumeront des feux de joie. Ce sera intéressant. Une incursion dans l'histoire et les anciennes traditions de ce peuple. Alors je dois venir aussi, s'exclama Vincenzo. Je veux voir ça également.
Professeur, je suis sûr que vous pouvez arranger cela, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Vincenzo. Tu seras l'invité d'honneur. Nous avons ensuite dégusté une nourriture incroyable et des vins fabuleux. Ces Roumains ont vraiment de très bons vins, soit dit en passant. Si vous allez en Roumanie un jour, vous devriez les essayer. Une fois le repas terminé, nous sommes allés au Marriott pour prendre un café. Vincenzo, à bientôt. Passe à mon bureau si tu as du temps libre, on discutera davantage. Ciao. Nous nous sommes serrés la main, puis chacun est rentré chez soi. Les jours passèrent, et le vendredi matin arriva. Le chauffeur vint nous chercher, nous avons récupéré Vincenzo, et nous avons entamé un trajet de 6 heures jusqu'à Sarmizegetusa. Nous sommes arrivés vers 17 heures. Nos frères de la loge Draco faisaient déjà la fête, avec des barbecues, des fromages fumés, des viandes, la traditionnelle tsuika et pelinka. Tout était absolument incroyable. Professeur, c'est vraiment chouette ici. J'aime beaucoup cet endroit. Oui, mon garçon, c'est un bon endroit pour être. Vincenzo, tu t'amuses? Si, certo. Ces frères roumains sont si gentils avec nous et très hospitaliers. Des gens vraiment charmants. Norok. Au fait, Norok signifie santé ou bonne chance dans ce contexte. La nuit tomba, nous avons arrêté la fête et nous sommes allés à la cérémonie officielle dans la zone sacrée. Chacun d'entre nous reçut une grande tête de loup qui semblait très réaliste, ainsi que des fourrures pour nous garder au chaud. Les feux de joie brûlaient dans la nuit et les étoiles nous observaient depuis le ciel. Nous étions assis sur de très vieilles chaises en bois, décorées traditionnellement par nos frères, et le maître de la loge Draco déclara « Bienvenue, frère. Merci pour votre présence ici. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Nous vous avons invités ici pour vous montrer à quoi ressemble l'une de nos rares réunions et vous faire découvrir la nature et les sons de la forêt des Carpates la nuit. Nous avons un invité très spécial avec nous ce soir, venu d'Italie. Bienvenue, frère. » Ils commencèrent alors à chanter en roumain. J'en compris une partie, mais pas tout. Puis un vent léger se leva, les feuilles frémirent, et nous entendîmes tous les animaux de la forêt hurler, gazouiller et faire leurs bruits habituels. Bientôt nous étions entourés de loups, cerfs, ours, chats sauvages, sangliers et oiseaux, tous nous regardant, nous observant attentivement. Frère, dans cette région du pays, nous faisons un avec la nature. Nous ne la dérangeons jamais, et nous avons établi un lien avec elle, comme une symbiose entre l'homme et la nature. Une chose très belle, dit le maître de la loge Draco. Les animaux retournèrent dans la forêt après avoir terminé leur observation, et nous retournâmes à notre cérémonie. Professeur, c'était incroyable. Oui, Mais avant de terminer, mon mentor s'effondra violemment au sol, cherchant désespérément de l'air. Professeur, est-ce que ça va? Parlez-moi! Criai-je, les larmes aux yeux, tandis que les yeux de Vincenzo devinrent blancs, et qu'il commença à chanter des mots en latin ancien. Le professeur était parti, mort, dans l'obscurité de la nuit des Carpates. Puis une fumée noire commença à s'élever de son corps, et tandis que Vincenzo chantait de plus en plus rapidement et fort, la fumée semblait rester en place, obéissant à son appel. « Qu'est-ce que c'est? Que faites-vous » hurlai-je, incapable de comprendre ce qui se passait. C'est l'esprit du professeur. Il savait qu'il mourrait ce soir. Alors il m'a demandé de retenir son esprit ici pour quelques années de plus, car il n'est pas prêt à quitter ce monde. Puis, dans la nuit, une voix tonitruante résonna. « Frère, je suis toujours avec vous en esprit, même si mon corps repose sur le sol. Frère Vincenzo, j'ai vu l'autre côté. C'est un endroit froid, rempli d'âmes tourmentées et de cris infinis. La connaissance que vous cherchez s'y trouve, mais elle est extrêmement difficile à obtenir. » Vincenzo cria alors. « Je ne peux pas le retenir plus longtemps. Va chercher la grande sphère de verre dans la remise. Dépêche-toi. » Je fis ce qu'il demandait, récupérai la sphère et la plaçai sous l'esprit. Il chanta une dernière fois, et l'esprit fut emprisonné dans la sphère. Une fumée noire traversée de petits éclairs. Il était donc bel et bien nécromancien. Il savait comment parler aux morts et contrôler leurs esprits. Si nous le laissons sortir un jour, jeune homme, il ira de l'autre côté et souffrira pour l'éternité. Nous devons le garder dans un endroit très sûr. Je l'emmènerai avec moi en Italie et le placerai dans le temple caché du Vatican avec le reste des artefacts. Pourrons-nous encore l'entendre, Vincenzo? Oui, bien sûr. J'essaierai de le faire parler depuis l'intérieur. S'il a besoin de toi, tu devras venir en Italie. Sans hésitation, je viendrai aussi vite que possible. Le lendemain matin, nous avons organisé le rapatriement du corps.
Une fois rentré, j'ai pris toutes les dispositions nécessaires pour que son enterrement se déroule normalement. Après cela, nous nous sommes rassemblés au temple pour pleurer notre frère bien-aimé lors d'un rituel funéraire maçonnique. Parti, mais jamais oublié. Merci pour tout, professeur. À bientôt, cher auditeur, pour d'autres récits sur mon vécu dans la franc-maçonnerie.